Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast du vin pas à pas, le podcast pour se former au vin. Je suis Yann de l'école de dégustation Le Coam et des masterclass de la dégustation à la boxe pour se former au vin. Et aujourd'hui, dans l'épisode du jour, on va parler du Riesling, comme vous avez pu le voir dans le titre. Alors c'est un podcast un petit peu classique, traditionnel, dans le sens où après chaque masterclass, je propose un petit quiz de ce type pour réviser. Donc le but, c'est que je vais vous donner quelques questions sur le Riesling. Et puis, de chez vous, alors ce que je suggère à chaque fois, c'est de mettre sur pause. Bon, si vous êtes en voiture, évitez. Vous mettez en fait sur pause pour essayer de répondre aux questions. Alors, si vous n'avez pas suivi la masterclass, bien sûr, c'est pas un souci non plus. Au travers de ce quiz, de ces questions, le but, c'est aussi de se former, d'apprendre des choses sur le Riesling. Je vais donc reprendre ma petite liste de questions que j'avais préparées au moment de faire la masterclass, et puis je vais la redécouvrir avec vous pour repasser les différents points. Alors, la première question, donc c'est une question très générique. On demande quelles sont les phases principales du développement de la vigne. Donc c'est pas du tout sur le Riesling en fait, là c'est plutôt sur le cépage de manière générale, sur le raisin de manière générale. Donc l'idée c'est de citer les différentes phases par lesquelles passe la vigne. Alors, je vais vous les citer tout de suite. Au départ, donc, ce que j'avais dit dans la masterclass, que vous savez peut-être si vous dégustez un petit peu le vin, si vous connaissez un peu le vin, c'est que dans la vigne, vous avez deux grandes phases. Il y a une phase pendant laquelle la vigne dort et une phase pendant laquelle la vigne est réveillée. La vigne dort pendant le repos hivernal et puis, ensuite, elle rentre dans sa période active. Donc là, les phases que je vous donne, c'est à partir du moment où la vigne sort de son repos hivernal. Qu'est-ce qui se passe en fait sur ma vigne, et puis comment s'appellent ces différentes phases. Alors, je vais vous les citer rapidement. Donc l'idée, il faut voir qu'à la base, quand la vigne sort de son repos hivernal, il n'y a rien, c'est une branche, et puis la vigne se réveille. Elle se réveille parce que la température augmente, et quand la température augmente, la vigne on va voir ce qu'on appelle en fait la poussée racinaire, c'est-à-dire que c'est les racines qui pousse en quelque sorte la sève vers le reste de la plante. Mais comme vous n'avez aucune partie végétative à alimenter, cette sève, elle va s'écouler là où en fait il y a des plaies qui sont faits par la taille de la vigne. Donc je rentre pas dans les détails, mais vous savez que la vigne est taillée, est taillée régulièrement, et puis que là où c'est taillé, c'est coupé, et puis donc quand la vigne se réveille, que vous avez cette poussée racinaire qui en quelque sorte envoie la sève vers le haut, pour vous donner cette idée, eh bien la sève va sortir au niveau des plaies. Et quand la sève s'écoule au niveau des plaies, ça fait un petit peu comme des larmes qui s'écoulent, donc on appelle ça les pleurs. Donc là, l'idée à avoir en tête, c'est que les pleurs, c'est vraiment la phase qui annonce la sortie du repos hivernal en fait. Donc les pleurs, c'est autour du mois de février, pour vous donner un peu des idées. Alors, ensuite, après les pleurs, donc on va avoir la phase qu'on appelle le débourrement, et on appelle ça débourrement parce qu'il y a la bourre qui apparaît. Et qu'est-ce que c'est que la bourre? C'est un petit duvet qui est autour du bourgeon. Donc je pourrais dire en fait que le débourrement, c'est le moment où vous avez des parties vertes qui vont vraiment commencer à apparaître. C'est l'éclosion du bourgeon en fait. Alors ensuite, une fois que le bourgeon est clos, on a les feuilles qui peuvent apparaître. Donc d'abord une petite pointe verte, et puis ensuite les feuilles qui sont au stade de feuilles étalées. Donc la pointe verte, les feuilles s'étalent. Ensuite, on a le stade où vous avez les bourgeons floraux qui vont apparaître, c'est l'inflorescence, qui nous amène vers la floraison. Donc la floraison va être vers le mois de juin, en gros. Voilà, donc une fois qu'on a nos fleurs, on a le but des fleurs, c'est d'avoir du fruit. Et le développement du fruit, qui apparaît encore dans le courant du mois de juin, c'est ce qu'on appelle la nouaison. Donc vous voyez vraiment les grandes étapes, ça fait fleur, ensuite le bourgeon, donc le débourrement, les feuilles, il y a les fleurs qui apparaissent, la floraison, puis la fleur devient fruit, la nouaison. Alors au début, le grain de raisin, il est vraiment tout petit, on dit qu'il est au stade petit pois, et puis du coup, ça fait comme des tout petits grains de raisin, vous imaginez, qui sont espacés sur la baie, et puis après, les grains de raisin se développent et gonflent, et donc il y a les grains qui deviennent plus serrés les uns contre les autres. C'est pour ça qu'on appelle ça la fermeture de la grappe. On passe du stade un petit grain de raisin à gros grain de raisin, en gros, donc du stade petit pois à fermeture de la grappe. Et puis ensuite, la grappe, la belle prend sa couleur vers le mois d'août, donc c'est la véraison, qui amène sur la maturation.
Donc voilà un peu les gros stades. Alors finalement, je veux dire, vous le savez tous intuitivement, hein, c'est plein de bon sens, hein, quand la plante se réveille, et puis ensuite il faut qu'il y ait les organes végétatifs qui apparaissent, les organes reproducteurs, donc les feuilles, les fleurs, puis le fruit qui grossit, qui mûrit, hein, véraison, puis maturation. Donc voilà les grandes étapes. Alors après, le réflexe à avoir, hein, pour rendre, on va dire, ces données théoriques un petit peu plus vivantes et puis plus intéressantes, c'est quand vous vous promenez dans les vignes. Alors si vous êtes dans une région viticole, c'est plus facile, et sinon c'est en faisant de l'œnotourisme, c'est prendre le temps de regarder les vignes, et pour voir à quel stade de développement elles se trouvent, voir l'aspect des vignes. Bien, alors on passe sur la deuxième question, qui est spécifique au Riesling cette fois. Quel climat affectionne le Riesling ? Quel type de climat ? Alors vous savez qu'en fonction de la baie de raisin, du grain de raisin, qu'on parle de chardonnay, de Riesling, de Viognier pour parler des blancs, donc pareil pour les rouges, hein, quel que soit le type de raisin, le raisin va affectionner plutôt un type de climat et il va aussi avoir un développement particulier en fonction du type de terroir, donc du type de sol, du type de sous-sol également. Donc là, la question porte sur le climat. Alors, il faut savoir aussi, donc avant de répondre à la question, que vous avez des raisins qui ont besoin d'avoir un certain quota d'heures d'ensoleillement pour parvenir à leur maturité. Chaque raisin, chaque cépage en fait, a besoin d'avoir un quota d'heures qui va être différent. Et c'est comme ça qu'on va faire la distinction entre deux grandes catégories de cépages, de raisins, les cépages qui aiment le chaud et les cépages qui aiment le froid. Donc qui aiment le chaud et le soleil, hein, puis les autres qui aiment plutôt la fraîcheur. Les cépages qui aiment le chaud, ce sont les cépages dits à maturité tardive, et les cépages qui aiment le froid, ce sont les cépages dits à maturité précoce. Voilà. Donc ça c'est pour réviser des bases, hein. Donc en fait quand vous regardez une carte viticole, que vous regardiez la carte de la France viticole ou la carte de votre pays viticole ou du monde viticole, quand on est sur des régions plus fraîches, on va avoir des cépages à maturité précoce, et quand on est sur des régions plus chaudes, on va avoir des cépages à maturité tardive, hein, des cépages méditerranéens. Il faut savoir aussi qu'il y a plus de cépages blancs dans les maturités précoces et plus de cépages rouges dans les maturités tardives. Donc en général, quand il fait froid, il y a plus de blancs, enfin quand il ferait froid dans une région, et puis quand vous êtes dans une région qui est plus chaude, ensoleillée, un climat qui est plus clément, vous avez plus de rouge. Alors, je reprends la question, donc quel climat affectionne le Riesling ? Eh bien, donc ça c'est à savoir, hein, le Riesling, il affectionne les climats qui sont plutôt frais, mais il s'adapte aussi au climat dit tempéré. En gros, si on prend une échelle à 3 points pour qualifier les climats, c'est-à-dire soit il fait froid, soit il fait chaud, soit c'est tempéré, donc le Riesling, il est plutôt dans les zones de fraîcheur. Alors ça veut dire, si je mets un Riesling sous climat chaud, qu'est-ce qui se passe ? Alors ça peut se faire, hein, on peut planter du Riesling un peu partout, on va dire. Ce qui se passe par contre, c'est que le résultat va être moins intéressant en termes de développement, en termes de maturation de la baie, et donc on va faire des vins avec un profil gustatif qui ne sera pas forcément qualitatif. Donc à chaque fois, l'idée c'est planter un cépage en fait dans un climat qui lui correspond, pour avoir une maturation optimale, ce qui veut dire un bon équilibre entre le sucre et l'acidité, un bon développement des arômes, et donc au final un vin qualitatif, ce qui est quand même le but. Alors, on passe à la question suivante. Quel est le grand pays du Riesling ? Et ensuite, donc l'autre partie de cette question, dans ce pays, où se trouvent la plupart des vignes de Riesling ? Alors, si vous avez suivi la masterclass, et puis même si vous ne l'avez pas suivi, peut-être si vous connaissez un petit peu le Riesling, vous connaissez peut-être le grand pays du Riesling, qui n'est pas la France viticole avec l'Alsace, hein, même si ça fait partie de certaines zones avec des Riesling de référence. Le grand pays du Riesling, donc le pays où il y a le plus en fait d'hectares de vignes de Riesling, c'est l'Allemagne. L'Allemagne, hein, c'est le grand pays du Riesling. Alors, il y a un peu plus de 20 000 hectares de Riesling, rien que sur l'Allemagne viticole. Et ensuite, la deuxième partie de la question, c'est dans ce pays, donc en Allemagne, où trouve-t-on la plupart des vignes de Riesling ? Donc là où on a le Riesling en fait le plus qualitatif. Alors, j'avais cité dans la masterclass plusieurs zones principales, j'appelais ça donc les foyers principaux du Riesling, et sur chacun de ces foyers, sur chacune de ces régions viticoles,
eh bien on va avoir en fait des styles de Riesling différents, en tout cas des styles attendus en dégustation. Alors, une des régions emblématiques, ça va être le Rheingau. Donc, je vais commencer par vous citer le Rheingau, qui est réputé pour la qualité de ses Riesling. Alors, il faut savoir que dans le Rheingau, donc dans cette région d'Allemagne, cette région viticole d'Allemagne, il fait relativement doux. Et puis en plus, vous avez des expositions qui sont plutôt favorables à une bonne maturation, typiquement les expositions sud-sud-est. Du coup, quand vous avez une parcelle qui est orientée sud-sud-est, le soleil, il chauffe comme il faut, il brille comme il faut dessus, et donc il permet à chacune des baies d'atteindre leur maturité. Donc tout ça, ce sont des facteurs qui font qu'on va avoir un Riesling avec une belle maturité. Alors, je vous avais parlé aussi dans la masterclass du type de sol qu'on a dans le Rheingau, et puis je vous avais dit que un des types de sols principaux, ce sont des sols de schiste, donc un type de roche un peu feuilletée, on appelle ça une roche métamorphique, bon, sans rentrer dans le détail. Les sols de schiste, ils ont la particularité de pouvoir absorber la chaleur et la restituer. C'est le concept d'accumulateur thermique, un petit peu comme des gros cailloux, comme les Graves du Médoc ou les galets de Châteauneuf-du-Pape. Les schistes du Rheingau, à une autre échelle, ils accentuent la maturation de la baie. Du coup, ça veut dire qu'on va pouvoir avoir des Riesling avec une belle maturité. On va faire aussi d'ailleurs des Riesling qui vont être vinifiés en vin moelleux, comme des TBA, dont j'avais parlé aussi dans la masterclass. Donc je vous les cite. La notion de TBA, c'était les Trocken Beeren Auslese. Alors qu'est-ce que c'est que ce truc? Alors si vous débarquez, que vous n'avez pas écouté la masterclass, que vous connaissez pas trop le vignoble allemand, vous savez peut-être pas de quoi il s'agit. Donc je vais pas tout vous expliquer en détail. Simplement, il y a des termes au sein de la classification des vins allemands qui permettent de hiérarchiser en fait les vins en fonction du taux de sucre que vous avez dans la baie. Et on va définir comme ça donc les notions de cabinet, donc K-A-B-I-N-E-T, comme c'est un podcast audio, je vous l'épelle, cabinet. Il y a les Spätlese, les Beeren Auslese, et ensuite donc les TBA, donc Trocken Beeren Auslese. Et là je vais croissant dans la quantité de sucre que j'ai dans la baie. Ah puis au sud j'ai après les vins de glace, les ice wine. Voilà, du coup, alors j'ai complètement dévié par rapport à la question. Donc on était sur le Rheingau. Je vous disais qu'on pouvait avoir des Riesling avec une belle maturité et donc qu'on retrouvait sur des styles de BA ou TBA, donc les Beeren Auslese et Trocken Beeren Auslese. Alors il n'y a pas que le Rheingau, j'avais parlé aussi du Palatinat rhénan. Donc dans le prolongement des Vosges, une région sèche, où on va trouver des Riesling justement avec pas mal d'onctuosité. Et puis ensuite, la région qui est connue pour ses Riesling avec plus de fraîcheur, moins d'alcool, plus d'acidité, c'est la région de la Moselle, donc Moselle, Saar, Ruwer. Voilà, donc là j'ai répondu de manière complète à la question. Ensuite, citer 3 grands crus d'Alsace où le Riesling est particulièrement adapté. J'ai mis adapté / réputé. Voilà. Donc 3 grands crus d'Alsace où le Riesling est particulièrement adapté. Donc effectivement, on avait parlé dans la masterclass des principaux pays dans lesquels on trouve le Riesling, donc l'Allemagne notamment, et puis on avait parlé de la France viticole avec l'Alsace. L'Alsace, c'est une région qui est extrêmement riche en termes de terroir, et donc en fonction de la localisation, on a défini un certain nombre de crus qui ont des types de sols différents, donc des expositions différentes, et donc dans lesquels vous allez avoir des cépages qui vont s'exprimer de manière différente, en gros, pour faire simple et en quelques secondes. Alors, quelques crus sympas pour le Riesling. Alors, je vais vous citer peut-être en premier Schlossberg, qui est partie des très beaux crus. Alors, pour vous situer, Schlossberg, vous êtes dans le Haut-Rhin. Donc, en gros, en Alsace, vous avez 2 zones, 2 départements, le Bas-Rhin et le Haut-Rhin. Le Bas-Rhin est au-dessus, au nord, et le Haut-Rhin est en bas, au sud. Puisque quand on parle de haut et de bas, en fait, on se situe par rapport au cours du Rhin. Et pour vous situer, donc le Haut-Rhin, c'est avec le chef-lieu, c'est Colmar, et puis pour le Bas-Rhin, c'est Strasbourg. Et donc, Schlossberg, dont je vous parle à l'instant, c'est situé dans le Haut-Rhin, donc en dessous. Voilà. Alors, autre grand cru, vous avez par exemple Sommerberg, toujours dans le Haut-Rhin. Et puis, sur le Bas-Rhin, on peut citer par exemple Kastelberg, ou Altenberg de Volksheim.
Voilà, pour vous citer quelques grands crus. Alors bien sûr, c'est pas exhaustif, hein. Vous en avez plein. Si vous êtes amateur de vin d'Alsace, je suis sûr que vous avez d'autres grands crus en tête sur lesquels vous avez dégusté des Riesling de qualité. Donc là, je vous cite juste quelques-uns de manière indicative. Et la dernière question, quels sont ces arômes types, donc au Riesling, et puis comment ces arômes sont-ils impactés par le climat ou par l'âge du vin? Alors, pour vous citer quelques arômes types du Riesling, ça serait des notes, on va dire, sur la pomme fraîche, la pomme verte, quelques notes aussi éventuellement de pamplemousse, donc d'agrumes, des notes citronnées, florales, tout ça. Voilà un peu l'idée, hein, beaucoup de fraîcheur. Alors, comment le climat joue sur les arômes du Riesling? Eh bien, quand il fait froid, on a des arômes de froid, et puis quand il fait chaud, on a des arômes de chaud. C'est souvent les repères que je donne. Donc des arômes de froid, des arômes de fraîcheur, c'est justement les arômes de fruits verts. Hein, donc les agrumes et puis les fruits verts, la pomme verte par exemple. Et puis quand on arrive sur des arômes, sur des climats un petit peu plus chauds, donc pour le Riesling c'est jamais complètement chaud, hein, c'est plutôt tempéré, on va avoir des arômes de fruits entre guillemets plus chauds. Donc des arômes de fruits plus chauds, ça veut dire des arômes de fruits qui ont plus de sucrosité et moins d'acidité en bouche. Ça va être par exemple des fruits exotiques, comme la mangue, l'ananas, des notes de fruits à chair blanche, hein, comme la pêche blanche par exemple. Donc voilà un petit peu la distinction qu'on va avoir en fonction du climat. Et puis, comment les arômes du Riesling sont impactés par l'âge? Eh bien, en se développant, quand le Riesling est dans votre cave, au travers du bouchon, il respire, hein, c'est comme n'importe quel vin qui respire dans la cave, le vin c'est un produit vivant, et puis son organe de respiration, son nez, hein, comme n'importe quel être vivant, il a un organe de respiration, donc le nez pour la bouteille, c'est le bouchon. Il y a une microporosité, une micro-oxygénation qui se fait au travers du bouchon, donc des échanges gazeux, et puis ces échanges gazeux font que le vin va évoluer, et vous avez certains composés qui vont être créés. Il y a des précurseurs d'arômes qui vont se libérer, et puis certains composés aromatiques qui vont être créés. Alors typiquement, on va avoir des arômes qui vont évoluer vers des notes un petit peu de fumée, des arômes qui vont évoquer le sucre, et là aussi des notes de miel d'acacia, voilà typiquement le type d'arôme. Et puis j'avais parlé aussi de cet arôme un peu d'hydrocarbures, d'essence, de pétrole, qui peut se développer dans le Riesling. Donc j'en ai parlé de ce sujet des notes de pétrole, j'en ai parlé longuement dans un podcast il y a pas tellement longtemps, donc je vais pas tout redévelopper, hein, c'est juste le composé chimique en fait, la composante qui permet de développer ce type d'arôme, ce qu'on appelle le TDN. Et puis il y a des facteurs qui font que le Riesling va avoir plus de TDN. Donc un des facteurs c'est qu'il faut qu'il ait une belle maturité, hein, donc un Riesling on va dire bien ensoleillé comme il faut. Et puis ce composé va aussi plus se libérer quand vous avez une certaine maturation, donc quand le Riesling vieillit dans la bouteille. Donc voilà pour ce petit quiz, ce petit jeu de questions-réponses autour du Riesling. J'espère que vous avez appris des choses, que vous en avez révisé si vous aviez suivi la masterclass. Donc sachez que cette masterclass n'est plus disponible. Par contre, vous pouvez la retrouver sur le site Masterclass de la dégustation dans Ancienne Box. Je crois qu'il y a un menu en haut qui va s'appeler Ancienne Box, mais vous n'avez plus le coffret qui est disponible. Vous avez encore la possibilité donc de réserver la partie théorique, le cours complet, mais plus le coffret. Donc sur les masterclass, sur le mois de mars, donc le mois dernier, on avait changé de sujet, on est parti sur l'Italie viticole et notamment sur la Toscane avec le Sangiovese. Et puis au mois d'avril, donc en ce moment, la masterclass qui vous est proposée, elle est consacrée donc au vignoble de la Loire qu'on appelle le Muscadet. Donc un superbe appellation très peu connu, en tout cas qui n'est pas estimé à sa juste valeur, puisque je veux vous parler dans cette masterclass des crus du Muscadet notamment, et de la diversité de terroirs que l'on trouve dans cette appellation. Donc on a une diversité de terroirs, donc une diversité de types de sols, qui a été reconnue relativement récemment, et on y trouve des vins avec une complexité, une concentration hallucinante, qui est d'ailleurs très surprenante quand on a parfois cette image un peu, alors qu'on a peut-être heureusement de moins en moins, mais l'image qu'on avait il y a quelques décennies sur le Muscadet, c'était un vin désaltérant, vous voyez, facile à boire, acide, sans complexité.
Dans le muscadet, de par les terroirs, de par le type de climat et de par le cépage muscadet ou melon de Bourgogne, on va avoir un potentiel qui est vraiment exceptionnel. Et c'est ce que je veux vous montrer dans cette nouvelle masterclass, avec une sélection de vins qui, je pense, va vous surprendre. Alors même si vous êtes amateur de vins de cette région, je pense que la sélection va vous surprendre. Moi j'ai piégé pas mal de sommeliers à l'aveugle avec le type de vin aussi qu'on va déguster. Voilà, donc je vous rappelle que vous pouvez suivre les masterclass de la dégustation de quel que soit l'endroit où vous vous trouvez dans le monde entier. On envoie la formation dans le monde entier. Voilà, donc quoi d'autre sur l'actualité du QAM? Donc je vous remercie aussi pour votre enthousiasme et vos retours sur le diplôme sur les vins de France à distance, donc le CCAVF, certificat de connaissances approfondies sur les vins de France. Donc on proposait depuis plusieurs années en présentiel et qui est désormais proposé également à distance. Donc il y a eu pas mal de retours, de commentaires, donc je vous remercie pour cela. Vous allez voir que c'est une formation qui est très approfondie, comme son nom l'indique, puisque donc c'est une formation à distance qui est proposée sur plus de 3 mois, et chaque semaine en fait il y a un module qui est consacré à une région viticole. Donc on va aller assez loin aussi dans les différentes appellations, dans l'apprentissage des appellations, des influences climatiques, de terroirs. C'est vraiment tout le kit pour faire de vous des experts sur les vins de France. Donc voilà pour les dernières actualités. Merci beaucoup pour votre écoute. J'espère vous retrouver très rapidement donc sur un prochain article, un prochain podcast ou sur une formation. À très bientôt.